D'accord. Alors, puisque si ça bouge, et si vous voyez les images bouger, je vais vous parler des tanins. Et alors évidemment, le sujet peut paraître un petit peu anecdotique, hein, mais pour le coup, sur les images que je vous présente là, donc du jardin du muséum, c'est bourré de tanins. En fait, moi, je vois que ça. À cette minute, je suis convaincu que vous pensez que c'est de la provocation. Et pour faire un détour par d'autres histoires, je vais vous parler d'une histoire d'antilopes, les koudous, qui, dans le sud de l'Afrique, pendant les années 80, ont rencontré quelques problèmes. On avait mis en place des réserves qui permettaient une chasse mesurée, bien gérée. Et on s'est aperçu que dans ces réserves, elles mouraient plus qu'à l'extérieur des réserves. Et il est rapidement apparu que c'est parce qu'elles mangeaient répétitivement les mêmes plantes. Et ces koudous, donc, qui décédaient par centaines dans les réserves censées les protéger, en fait, c'était les acacias qu'ils mangeaient et qui les intoxiquaient. Et plus exactement, ces acacias avaient, sous l'effet du broutage répété, développé des défenses qui étaient des tanins. Et ces tanins, en fait, tuaient les koudous. Ces défenses accumulées sous l'effet d'un broutage d'autant plus répété que les animaux ne pouvaient plus se déplacer finalement en dehors de ces parcelles où ils étaient parqués, ces défenses accumulées étaient mortelles. Alors, l'idée que les tanins puissent tuer, elles peuvent vous étonner parce que vous êtes habitué à consommer des tanins dans le vin, dans le thé, mais aussi dans tout un tas d'épices, comme la cannelle par exemple. Et on peut s'interroger à savoir qu'est-ce qui fait que certains tanins peuvent tuer des fois, alors même que souvent, nous, on les consomme, les tanins, sans encombre. Alors, cela demande de refaire un tour par les grandes fonctions des tanins. Et je voudrais d'abord vous montrer qu'ils protègent les plantes. Oh, sans doute n'allez-vous rien apprendre à cet épisode-là. Les tanins sont protecteurs. J'ai commencé par un tanin qui s'appelle la coumarine et qui est un composé qu'on trouve dans beaucoup de graminées, notamment le hierocloa, l'herbe de bison, qui sert à faire la joubrovka, la fameuse vodka à l'herbe de bison. Alors, c'est un composé très aromatique qu'on trouve aussi d'ailleurs qui s'exhale en grande quantité du foin séché. Là encore, c'est de l'herbe, c'est des graminées, hein, et qui explique la très bonne odeur qu'a parfois le foin qui a commencé à sécher peu de temps après la coupe. Bien. Alors, ça sent bon, mais la coumarine et ses dérivés sont tout sauf sympathiques en fait. Et vous savez sans doute que la coumarine et ses dérivés sont à la base des raticides. Les raticides qui travaillent en fait en provoquant des hémorragies dans les animaux qui ont consommé cette coumarine et ses dérivés, mais en grande quantité cette fois-ci, bien plus grande que dans la joubrovka ou l'odeur du foin. Et effectivement, la coumarine et ses dérivés interagissent avec les protéines de la coagulation. Donc, c'est bel et bien des toxines, et pour qui mange beaucoup de graminées, ça peut être un problème. Alors, ce n'est pas un problème pour la vodka à l'herbe de bison, dont la toxicité est plutôt due à l'alcool qu'à la coumarine, mais on voit que derrière des odeurs sympathiques, les tanins peuvent être toxiques. Autre exemple qui montre que les plantes se défendent des agressions en accumulant des tanins, voilà des galles d'acariens sur des feuilles de tilleul, où l'on voit que la partie de la feuille déformée et habitée par des acariens, du groupe des Eriophidae, je vais vous les montrer tout de suite, ont accumulé des tanins rouges, des tanins appartenant au groupe des anthocyanes, et qui donc, sur ces déformations induites par l'insecte, changent la couleur. Ces galles d'acariens sont dues à un Eriophies tiliae, un petit acarien du groupe donc, des Eriophidae, des acariens qui n'ont que deux paires de pattes et qui sont vermiformes et qui sont pourvus d'un grand rostre suceur dont je vous reparlerai plus tard. Dans ces cas-là, d'ailleurs, l'accumulation de tanins ne fait pas grand-chose aux acariens qui prolifèrent quand même dans la gale, et je vous expliquerai tout à l'heure comment ils arrivent à se débrouiller pour ne pas être incommodés par les tanins. La toxicité des autres plantes et l'homme du noyer qui arrive au sol par les feuilles mortes, mais aussi par l'eau de pluie qui a ruisselé sur les arbres, eh bien, la juglone du noyer, c'est un composé qui est herbicide. Alors évidemment, il ne tue pas toutes les espèces qui peuvent pousser sous le noyer, donc sous le noyer, il y a quand même des herbes, mais il y a certaines espèces végétales, herbacées, qui sont totalement détruites par la juglone, et c'est donc un désherbant qui n'est pas absolu, mais qui explique souvent la maigre végétation qu'il y a sous les noyers. Donc cette toxicité des tanins, elle est claire. Et maintenant, venons-en à leur formule. Alors, je sais que certains vont me trouver un petit peu large, mais j'ai choisi de réunir sous le nom de tanins toutes les molécules phénoliques ou polyphénoliques, c'est-à-dire toutes les molécules qui ont dans leur structure une fonction phénol, en d'autres termes, un benzène hydroxylé.
Et dans cet exposé, je vais parler donc de toutes ces molécules et aussi d'ailleurs de leurs produits par oxydation qui n'ont plus nécessairement un phénol, mais qui en dérivent par oxydation. Cette définition large des tanins, elle repose sur le fait qu'il y a plusieurs définitions en circulation et qu'aujourd'hui, il n'y avait malheureusement pas un terme pour englober toutes les molécules que telle ou telle définition comprennent comme des tanins. Alors, je sais que les biochimistes râlent souvent, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'ils râlent en proposant une définition qui n'est jamais la même, parce qu'effectivement, il y a vraiment plusieurs définitions qui courent, et j'ai pris la plus large. Ce sont les phénols et les... Et la question, c'est pourquoi sont-ils toxiques? Alors, pour comprendre cette toxicité, il faut faire un détour par un ressenti que vous avez eu en buvant du vin rouge, un peu, justement, un peu riche en tanins. Alors là, j'aurais presque besoin de l'aide de Philippe Thiebaud, avec qui nous avons un avis divergent sur la quantité de tanins pour les vins. Mais si jamais vous n'avez jamais eu l'impression de sentir les tanins dans le vin, je vous invite à aller en discuter avec Philippe. Il aura quelques bonnes recettes, je pense. Mais moi, je bois du vin, pas toi, c'est différent. Toi, tu bois du jus de raisin, c'est différent. Voilà, ouais, bon, vous sentez qu'il y a un problème là. Enfin, ça ne nous empêche pas de boire ensemble, hein. Mais bon. Alors, du Tana, par exemple. Pardon? Du Tana, par exemple. Du Tana, oui. Alors donc, écoutez, c'est bête qu'on n'ait pas pu vous organiser une dégustation en fin de séance, mais là, ça va être dur, on n'a pas le temps de préparer ça. Mais Philippe, je te prends en mot, si tu veux, on amène chacun une bouteille à la prochaine séance et on parle tanin avec quelques gobelets. Ce sera avec plaisir. Alors, plus sérieusement, lorsque vous goûtez ces vins qui sont riches en tanins, vous avez une légère sensation d'amertume. On le verra, il y a aussi beaucoup d'arômes, hein, et je vous l'expliquerai. Mais il y a surtout cette astringence en bouche. Qu'est-ce que c'est que l'astringence? Alors là, je vais arrêter mon diaporama 2 secondes et je vais vous proposer une expérience. Votre bouche, elle vous paraît lisse, d'accord? Quand vous baladez votre langue dans la bouche, ça paraît lisse. Maintenant, vous allez prendre le bout de votre langue et frotter votre palais, qui est lisse, n'est-ce pas? Alors, frottez-le très fort avec le bout de la langue. Frottez très fort, très très fort. Et maintenant, sentez-le. Et vous verrez, il est devenu légèrement rugueux, légèrement astringent. En fait, vous êtes rugueux. Il y a une rugosité de nos muqueuses qui nous est masquée par les protéines de la salive. Et le fait de consommer des tanins va révéler cette rugosité de la façon suivante. La toxicité essentielle des tanins, c'est qu'ils se lient aux protéines et en se liant à elles, ils les déforment. Et les protéines déformées ne remplissent plus leur fonction. Pour les protéines de votre salive, ce sont les fonctions lubrifiantes qui sont altérées. Et quand ça arrive dans le tube digestif, ce sont les enzymes digestives qui vont être atteintes. Et quand les enzymes digestives sont atteintes, alors là, eh bien, c'est la digestion qui est atteinte. Alors ça, vous le savez, car je suis sûr qu'enfant ou même plus vieux, vous avez abusé de fruits pas trop mûrs, très riches en tanins, mais pour le coup, on attrape souvent la courante, qui est en fait simplement le symptôme d'une légère indigestion. Alors une indigestion qui n'est pas prononcée, mais qui peut être quand même assez désagréable, et qui, dans le cas des coups doux, a été beaucoup plus prononcée. L'astringence nous met sur la voie du fait que la propriété majeure des tanins, c'est que leurs phénols les font interagir avec des protéines et les font perturber le rôle de ces protéines. D'abord les protéines digestives et puis éventuellement, s'ils pénètrent dans l'organisme, des protéines du foie ou des reins. Et d'ailleurs, cette interaction avec les protéines, vous la connaissez car si vous êtes un amateur de thé ou un amateur de vin, vous aurez remarqué que le côté astringent du thé ou du vin disparaissent soit sur un repas, soit quand on rajoute du thé dans le lait. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on va avoir des protéines dans la bouche, celles de la viande que l'on mange avec le vin, celles des protéines du lait, tout simplement, quand on rajoute le lait dans le thé. Et les tanins s'accrochent alors à ces protéines-là et ne sont plus disponibles pour interagir avec les protéines de la salive et vous perdez l'impression d'astringence. Alors les coups doux en ont été altérés et il semblerait que c'est moins d'ailleurs leur digestion qui a été coupée que des problèmes hépatiques et rénaux qui les ont tués. Les raticides nous enseignent que finalement l'avidité des tanins pour les protéines digestives, rénales, hépatiques ou encore celles qui permettent la coagulation, cette avidité pour ces protéines
peut tuer et protège les plantes. Et d'ailleurs, cette interaction avec les protéines, elle est à la base de notre raison historique de nous intéresser aux tanins. Bien avant qu'on ait fait de la biochimie et qu'on sache que c'était les polyphénols, on a utilisé les tanins pour tanner les cuirs. Qu'est-ce que ça veut dire, tanner les cuirs? Ça veut dire que le collagène un peu tendre des cuirs va être rigidifié par l'interaction avec les tanins. Et les complexes tanins-protéines formés vont être à la fois moins faciles à dégrader par les microbes et, comme des liens covalents se forment, former un réseau qui va être beaucoup plus résistant mécaniquement. Historiquement, on tannait les cuirs en râpant de l'écorce, notamment de chêne, dans de l'eau dans laquelle on faisait tremper les cuirs. Et d'ailleurs, c'est là l'origine du mot tanin. Il vient de ce mot gaulois qui désignait le chêne, le thym, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mixomycète qui s'appelle fleur de thym. Hein. En fait, il vient souvent sur des morceaux de bois de chêne mort, pas exclusivement, enfin, voilà. Alors, le thym va donner, c'est un mot qui a disparu hein, en français, enfin, il n'est plus guère utilisé pour désigner le chêne, mais il a fondé, c'est la racine du terme désignant les produits actifs du chêne qui tannaient les cuirs. Et tanin s'écrit avec un ou deux N, parce que l'orthographe de ce mot, bon, c'est un mot de gueux, hein, le tannage, c'était un truc de gueux, c'est un mot de la ruralité, et vous savez que nos héritages linguistiques gaulois sont souvent ancrés dans la ruralité. Chemin, boulot, haie, ce sont des mots ruraux, et c'est des mots qui ont souvent tardé à entrer dans le langage noble, et du coup, dont l'orthographe n'est pas fixée. Tanin, ça s'écrit avec un ou deux N. Et comme tous les dérivés de tanin, tannifère, tannique, tannant, tannerie, tanneur, ont deux N, je choisis moi d'écrire tanin avec deux N, mais vous auriez pu n'en prendre qu'un. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que autant le chêne ne s'appelle plus tan en français, autant le mot a fini par désigner, figurez-vous, rien de moins que le sapin en Allemagne. Car en Allemagne, où il y avait moins de chênes, on a utilisé les sapins pour faire du tanin. Et donc l'arbre à tanin, là-bas, c'est plutôt le sapin, le Tannenbaum. Et voilà comment le nom gaulois du chêne a fini par être la racine du mot germanique désignant le sapin. Bref, les tanins, ils sont avides de protéines et ils altèrent les fonctions des protéines. Ça coupe en particulier la digestion quand ils s'attaquent aux enzymes et c'est donc des composés protecteurs. Et vous avez remarqué au passage que certains sont colorés et d'autres aromatiques. Voilà. Alors, je passe maintenant à cette idée que finalement, ce n'est pas des molécules très complexes, c'est des molécules très simples qui nous entourent et qui, pour le coup, ont une toxicité facile à comprendre. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il existe des façons de se protéger des tanins et que donc, ce n'est pas une stratégie absolument universellement protectrice. Il faut bien que vous imaginiez que les plantes elles-mêmes doivent s'en protéger des tanins parce qu'il faut qu'elles protègent leurs propres protéines, notamment les protéines de leurs cellules, des méfaits des tanins. Alors, je vais vous expliquer ça en revenant à une vieille observation que vous avez faite, je pense, au lycée, en montant la peau d'oignon rouge. Et quand on monte la peau d'oignon rouge, on voit que le rouge, il est dans un endroit particulier de la cellule. Alors, ces images vont paraître simples à certains d'entre vous. Les cellules sont emballées dans une paroi, leur contenu est blanchâtre, et il y a un sac à l'intérieur de chaque cellule, qui est un sac qui sert à la fois à contenir les déchets, mais aussi les toxines, et en particulier les tanins. Ainsi, les tanins, et ici les tanins colorés en rouge que sont les anthocyanes, ces tanins sont stockés à l'abri dans la vacuole, hors du contenu cellulaire qui lui est pâle et où sont les enzymes qui vont travailler sans être perturbés par les tanins. Donc, cette partition physique dans les cellules va faire que, premièrement, les tanins ne vont pas interférer avec le fonctionnement de la cellule et deuxièmement, d'ailleurs, dès qu'on va casser une cellule, on va avoir du mal à ne pas casser la vacuole en même temps. Ils vont en revanche être libérés inévitablement. La vacuole, c'est quelque chose qu'on trouve chez les champignons et chez les plantes. Les champignons et les plantes ont des tanins. En revanche, pour le coup, les animaux n'ont pas de vacuole et ils ne peuvent pas contenir et accumuler des tanins. D'ailleurs, ils sont souvent moins riches en toxines parce que justement, ils n'ont pas de poche à toxines comme la vacuole, qui est un formidable outil pour stocker des molécules sans qu'elles interfèrent avec le reste de la cellule. Et d'ailleurs, si vous êtes perdu en forêt, il vaut mieux manger le premier animal venu que la première plante venue. Une bestiole sans vacuole est généralement moins toxique, même si elle est dégueulasse au goût. Elle est moins toxique que la première plante venue dont les vacuoles peuvent abriter le
pire. Alors, les animaux herbivores, quant à eux, ils ont à se protéger des tanins. Comment le font-ils? D'abord, il y a ceux qui les inactivent. Et parmi eux, il y a notamment les castors. Oui, parce que les castors, ils mangent le cambium des arbres, et donc ils se retrouvent avec dans la bouche énormément de tanins. Les arbres sont très riches en tanins. On a dit tout à l'heure que l'écorce des chênes, par exemple, était source de tanins pour les tanneries. Et d'ailleurs, ça ne manque pas, hein, ils ont les dents jaunes. Alors, ce n'est pas qu'ils fument ou qu'ils boivent du café, pour le coup. C'est juste que ces tanins finissent par se fixer sur les protéines, le film de protéines qui recouvre les dents. Ils finissent par avoir les dents colorées par ce tanin. Mais comment font-ils pour arriver à digérer quand même avec autant de tanin dans la bouche? C'est simple. Ils ont une salive qui est très riche en protéines extrêmement efficaces à s'attacher au tanin. Et ils font la même chose que vous quand vous versez du lait dans votre thé. En fait, les tanins vont être piégés par les protéines salivaires et plus aucun d'entre eux ne sera libre quand ils arriveront, quand l'ensemble du bol alimentaire arrivera dans le tube digestif. Alors évidemment, c'est une stratégie qui sacrifie énormément de protéines, qui seront d'ailleurs peu digestes, donc perdues, mais c'est à peu près la seule chose à faire pour manger quelque chose d'aussi riche en tanins que du bois. On peut aussi les éviter. Alors, vous avez remarqué que les éviter, ça revient à manger toute la cellule sans manger la vacuole. Bon, pas vraiment quelque chose de simple à faire. Alors, justement, revenons sur nos petits acariens. Ils sont vraiment petits, hein, ils font de l'ordre de 10 à 100 millièmes de millimètre. Et ces tout petits acariens, quand ils regardent les cellules de la gale qu'ils ont formées et qui sont bourrées d'anthocyanes et d'autres tanins, vous pouvez d'ailleurs faire une dégustation comparative, hein, de la gale et de la feuille, et vous verrez, la gale est beaucoup plus riche en tanins. Eux, ils sont tellement petits, je vous les ai mis à l'échelle, ils sont tellement petits par rapport aux grandes cellules végétales qu'ils peuvent, avec leur rostre, sucer le contenu de la cellule en évitant la vacuole. Alors, c'est de la microdissection, mais pour le coup, la plante a beau accumuler les tanins dans les vacuoles des cellules de la gale, ces acariens-là, ils n'en ont absolument cure. On peut aussi rejeter les tanins. Alors ça, c'est une stratégie quand on n'est pas exposé à de très grandes quantités de tanins, mais pour le coup, c'est ce qui nous arrive quand on mange des pissenlits ou ce que l'on appelle aussi les pismémés, hein, les infusions, c'est que ça nous fait uriner et c'est tout simplement que nous rejetons les quelques tanins qui ont réussi à passer quand même dans le sang. Alors en général, ce n'est pas des tanins très toxiques, mais comme on n'en fait rien d'un point de vue métabolique, eh bien on les rejette en faisant plus d'urine. Et voilà pourquoi la plupart des plantes sont diurétiques ou cholagogues d'ailleurs, elles favorisent la fabrication de bile, parce que la bile est une autre façon de se débarrasser de ces tanins. Évidemment, ça c'est une stratégie qui est valable si on n'est pas très exposé aux tanins. Vous voyez que finalement, isolés dans la vacuole des plantes, les tanins ne sont pas toxiques pour les plantes, et les animaux, quant à eux, ont fini par inventer tout un tas de stratégies pour inactiver, éviter ou rejeter les tanins. Ça s'appelle la coévolution. Les armes des uns ont souvent sélectionné chez certains autres la capacité de les contourner. Bien, mais ce n'est pas tout. Parce que pour la plante, les tanins sont un véritable couteau suisse qui sert à de multiples autres usages, tous protecteurs, mais protecteurs contre bien autre chose que les animaux et les herbivores. Regardez plutôt. Sans doute avez-vous remarqué, et le rosier est le meilleur exemple, je pense, que les jeunes pousses de plantes sont souvent colorées. Et sur le rosier, vous pourrez faire l'expérience de goûter une feuille verte de rosier, vous verrez, c'est un peu tannique, mais pas trop, et de goûter les jeunes pousses, et vous verrez qu'en plus de tanins colorés, elles contiennent des tanins très très astringents. Les jeunes pousses de rosier sont extrêmement amères et astringentes, elles sont très concentrées en tanins. C'est très souvent que les jeunes pousses ont des couleurs différentes. Peut-être certains d'ailleurs qui connaissent les tropiques ont remarqué que sous les tropiques, la couleur des jeunes pousses, c'était plutôt le jaune. Regardez par exemple des jeunes pousses de cacaoyer. Alors à quoi servent ces couleurs? La première chose, c'est que ces jeunes pousses, elles se font au printemps et elles se font hors de la frondaison déjà acquise. Elles sont donc exposées à la lumière, aux herbivores et aussi aux froidures des gels tardifs. La lumière blanche qui arrive là va être en partie réfléchie grâce à la couleur de ces tanins et en partie absorbée par les tanins. Et les longueurs d'onde absorbées, que deviennent-elles? Eh bien, elles sont émises sous forme de chaleur. Ça revient à dire que la lumière n'est pas libre d'aller faire des dégâts cellulaires, et en particulier les ultraviolets ne sont pas libres d'aller faire des dégâts cellulaires, mais d'une part, ils sont envoyés, et d'autre part, une autre partie sert à chauffer la feuille, ce qui est toujours bon dans un début de saison un peu froid. Vous voyez que dans ce fonctionnement-là, il y a de la photoprotection, il y a du chauffage, et puis au fait,
ces jeunes pousses qui sont tendres, puisque les cellules ne sont pas encore rigidifiées, eh bien, elles vont être finalement assez incomestibles pour les herbivores, et ça va être un affichage préventif grâce à la couleur qui va faire que les herbivores ne vont pas simplement se trouver mal d'avoir croqué ça, ils vont pouvoir apprendre à ne plus croquer ça. Vous voyez là, on a vraiment des tanins et plein de fonctions à la fois. Je vous ai parlé de couteau suisse. Mais passons à la cuisine. Voilà un autre couteau suisse. Quand vous coupez une pomme ou un fruit, il brunit en très peu de temps. Eh bien ça, ce brunissement, c'est le fait que vous avez cassé des cellules. Donc, d'une part, vous relâchez leurs protéines, mais aussi leurs tanins. Et il se produit des complexes tanins-protéines qui, en présence d'oxygène, vont s'oxyder. Et ça, cette libération de tanins et l'oxydation des complexes tanins-protéines formés, ça va avoir plusieurs rôles. D'abord, ça consomme de l'oxygène et ça évite un choc oxydatif trop important pour les tissus sous-jacents. D'autre part, les tanins ont des composés et ont des propriétés qui leur permettent d'avaler ou de détruire, plus exactement, les radicaux libres. Or, ils s'en forment lorsqu'il y a des dégâts ainsi cellulaires en présence d'oxygène. Eh bien, ils vont être contrés par les tanins. Et puis finalement, cette espèce de complexe tanin-protéine qui fait un feutrage un peu brun, eh bien, c'est un début de cicatrisation des tissus qui ont été lésés. Vous voyez que là, encore, on retrouve une protection contre l'oxygène et un début de cicatrisation. On retrouve plusieurs fonctions associées à ces tanins. Et ça, c'est connu sur les tissus végétaux qui virent souvent de couleur quand on les touche, mais aussi chez certains tissus fongiques. Alors là, je pense par exemple à tous ces champignons qui changent de couleur, bleu, rouge, vert, et notamment ces bolets qui bleuissent, qui contiennent en fait des tanins vacuolaires qui sont jaunes ou incolores et dont les dérivés en présence d'oxygène sont bleus. Là encore, on a un piégeage de l'oxygène, on a une abondance de tanins qui sont libérés, qui sont des antiradicaux libres, qui vont protéger du choc oxydatif, tout en même temps qu'un début de cicatrisation. Attendez un peu, vous verrez ce bleu virer au noir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la casserole quand on chauffe et qu'on amène de l'énergie. Les champignons qui bleuissent noircissent souvent à la casserole. C'est la suite de la polymérisation des complexes entre les tanins et les protéines qui s'oxydent et qui font une croûte superficielle cicatricielle pour le champignon. Alors, le fait que les circonstances stressantes favorisent les tanins, parce que les tanins protègent de la lumière, des radicaux libres, de tout un tas de problèmes qui sont liés au stress. Les stress, c'est souvent des choses qui induisent la formation de radicaux libres. Ça explique que les plantes stressées produisent des radicaux libres, et d'ailleurs, pour les plantes dont on apprécie le contenu en tanins, on les porte souvent dans des conditions extrêmes où elles s'enrichissent en tanins. Les grands crus de thé sont faits en altitude, où les thés sont au froid et la lumière, alors que, je vous le rappelle, le théier est une plante de sous-étage de la forêt tropicale. De même, on a transféré la vigne, qui est une liane de la forêt riveraine méditerranéenne, donc relativement à l'ombre et les pieds dans l'eau, on la met au soleil sur des sols caillouteux, et ça va favoriser l'accumulation de tanins. Thé et vigne ont cette particularité d'avoir des terroirs favorables, et quand on les analyse physiologiquement, ce sont des terroirs à stress qui vont augmenter la teneur en tanins d'une façon intéressante pour les qualités du produit obtenu. Bon, et bien voilà, c'est un couteau suisse, mais c'est aussi un couteau suisse pour la communication, car les tanins sont colorés. Nous avons jusqu'ici croisé beaucoup d'anthocyanes qui étaient rouges, mais ce n'est pas tout. Les paysages fleuris et les couleurs des paysages fleuris, c'est une histoire de tanins. Il y a d'abord des fleurs jaunes ou blanches qui sont pleines de flavonoïdes, une famille de tanins qu'on retrouve par exemple dans le chèvrefeuille et qui se caractérise par un jaunissement avec l'âge. Toutes les fleurs blanches qui jaunissent avec l'âge, le blanc, il est dû à des flavonoïdes. On a non seulement donc des fleurs jaunes ou blanches, mais on a aussi des fleurs rouges ou bleues qui, cette fois-ci, sont le domaine des anthocyanes. Car les anthocyanes, elles ont une couleur qui varie avec le pH. Vous pouvez très facilement mettre une fleur bleue dans le vinaigre blanc, vous verrez, elle rougit. Les anthocyanes, elles sont rouges à pH acide, bleuâtres à pH neutre, et dans des pH extrêmement basiques que n'utilisent jamais les plantes, parce que c'est des pH beaucoup trop basiques pour que les cellules les supportent ou puissent les créer, ces anthocyanes deviennent vertes ou carrément jaunes. Alors, ça explique les changements colorés de certaines plantes, dont les boutons sont rouges, roses, et les fleurs plus âgées bleues. C'est juste que la vacuole change de pH avec l'âge. Ça arrive aussi au Morning Glory.
par exemple, et c'est quelque chose qui est très répandu dans plusieurs familles, que ce changement coloré. Donc, vous voyez qu'ici, hein, dans ces hypoméas, pour le coup, le changement n'est pas le même dans les nervures centrales et le voile de la corolle. Les nervures centrales restant, elles, quand même plutôt à pH acide quant à leur vacuole. Alors là arrive l'expérience qu'on peut faire à la maison, qui consiste à rajouter, alors on ne boira pas le vin obtenu, hein, un peu de vinaigre blanc dans du vin rouge, un peu de savon ou un peu de déboucheur liquide qui est très basique. Donc vous pouvez à la maison facilement faire changer votre vin de couleur. C'est un miracle non consommable, évidemment, mais qui nous rappelle qu'effectivement ces anthocyanes sont aussi les composés présents dans le vin. Nous en arrivons à la couleur des hortensias. Et là, si vous m'avez suivi, il y a un petit problème, c'est qu'on sait très bien que les hortensias, les beaux hortensias bleus, c'est des hortensias de sol acide, comme en Bretagne, et la prédiction de ce que je vous ai dit, c'est qu'en sol acide, enfin en conditions acides, normalement, ça devrait être rose. En fait, l'histoire est un peu plus compliquée. Il y a un autre paramètre qui est important, c'est la présence d'ions comme le magnésium, l'aluminium ou le fer. En présence d'aluminium, les anthocyanes, quel que soit le pH, bleuissent. Or, pour que votre hortensia soit bleue, il faut deux choses. Il faut un sol riche en aluminium. Et pour le coup, un sol riche en aluminium, c'est un sol où l'aluminium est non seulement présent, donc sur granit ou sur schiste, mais aussi un sol où l'aluminium peut circuler. Et ça ne se passe qu'en sol acide, car en sol basique, neutre, l'aluminium se combine à des ions hydroxydes et ne bouge plus dans le sol. Donc il faut de l'aluminium et un sol acide pour que l'aluminium circule dans le sol, rentre dans la plante. La plante n'aime pas l'aluminium qui est toxique et elle le range dans la vacuole où il est détoxifié. Mais une fois qu'il est dans la vacuole, l'aluminium interagit avec les anthocyanes et les fait bleuir. Nous avons été avec la Société botanique de France ensemble aux Açores. Alors, c'était un très beau voyage où on a vu des hortensias bleues à perte de vue alors que personne n'avait à les bleuir. Pourquoi? Parce que sur roches volcaniques, vous avez des roches extrêmement facilement solubles, minéralisables, qui donnent énormément d'aluminium. Et en plus, le pH était légèrement acide. Mais même d'ailleurs, là-bas, ce n'était pas une question d'acidité, il y avait tellement d'aluminium que vos hortensias étaient bleues d'emblée. Et voilà comment, finalement, vous arrivez à avoir des hortensias bleues quand vous avez de l'acidité et de l'aluminium. Alors ça, c'est des moyens de communiquer avec les animaux pour la pollinisation, puisque les animaux vont rapidement repérer que ces couleurs sont associées au nectar, mais c'est aussi une façon de communiquer avec les animaux pour la dissémination des graines. Les fruits sont colorés également par des anthocyanes, dont, vous le savez, sur la myrtille, la framboise ou la mûre, le virage coloré, qui est souvent un virage de pH dans la vacuole, le virage coloré est un indice de comestibilité. Et puis, on retrouve les flavonoïdes également, au-delà des anthocyanes, dans la couleur des fruits. Et d'ailleurs, quand vous cuisez des fruits à flavonoïdes, vous oxydez les flavonoïdes et vous les voyez souvent devenir davantage jaunes, voire même, dans le cas des poires et des bananes, légèrement rosés. Et ça, c'est l'indice de flavonoïdes qui vire de couleur par l'oxydation, oxydation que favorise le chauffage. Je ne serai pas long sur le fait que certains tanins volatiles sont responsables d'arômes, et c'est notamment on trouve le litchi, vous voyez, qui peut aux arômes par rétro-olfaction des fruits, et qu'on retrouve également dans le Gewürztraminer, pour le coup, qui a des arômes de litchi et de rose qu'il doit au fait qu'il contient le même tanin. Donc, dans l'affichage floral ou l'affichage des fruits par rapport aux disperseurs de pollen et de graines, on retrouve aussi un rôle olfactif des tanins. Vous voyez, c'est vraiment des couteaux suisses des plantes. Photoprotecteurs, antioxydants, antiradicaux libres, cicatrisants, signaux colorés, signaux aromatiques. C'est vraiment des couteaux suisses des sciences et pour des plantes. Et pour le coup, ce sont aussi des agents des plaisirs de nos sens qu'ils stimulent puissamment. Ces tanins ont enfin une dimension écologique. Là, on va faire un pas en arrière et regarder finalement les choses un peu de l'extérieur de la plante, au niveau écosystémique. D'abord, pour les plantes et pour les écosystèmes, ce sont des matériaux de... Alors, on a quelqu'un qui parle là. Il va falloir couper les micros. Voilà. On a souvent dans les plantes des tissus rigides. Bien sûr, on pense au bois
mais on peut aussi penser aux nervures. Les tissus rigides sont faits de cellules mortes dont il ne reste que la paroi et dans laquelle se trouvent deux composants. La cellulose, ici colorée en rose, et qui est molle, aussi molle que le sont vos feuilles de papier, par exemple, et un composé rigidifiant qui s'appelle la lignine. Qui est la lignine? Regardez la formule. C'est une énorme molécule qui est en fait une espèce de résine qui va indurer la paroi des cellules. Mais si vous regardez bien cette formule, vous y verrez plein de motifs phénoliques. La lignine, c'est tout simplement un tanin géant. Autre chose, les plantes sont en général emballées d'un tissu imperméable qui peut être très mince, une cuticule si l'on veut, ou très épais, l'écorce. Et qu'est-ce que c'est que l'écorce? C'est de nouveau des cellules mortes qui ne gardent que leur paroi, dans laquelle il y a de la cellulose, mais dans laquelle il y a aussi de la subérine. La subérine, c'est un composé complexe qui est également un tanin, qui imbibe la paroi et qui la rend complètement imperméable et qui assure finalement l'imperméabilité des branches, des tiges, des pétioles, pour la science parce que c'est une gaine imperméable, mais surtout, eh bien, ça va permettre aussi une isolation, car pour le coup, l'écorce avec sa subérine, c'est quelque chose qui laisse mal passer la chaleur ou le froid, ça va protéger le cambium, et puis aussi, ça brûle très très mal, ça permet d'ignifuger la plante. D'ailleurs, nous-mêmes, nous nous servons d'écorce, notamment l'écorce du liège, comme imperméable, c'est les bouchons de vin, et également comme isolant, c'est les utilisations du liège comme isolant et comme ignifuge. Bon, maintenant, quand on regarde la biomasse que dans les écosystèmes représente en moyenne la subérine et la lignine, c'est 20 à 40% de la biomasse végétale. Si on ajoute les 2 à 15% de petits tanins qui sont entassés dans les vacuoles, vous réalisez brutalement que les tanins, c'est un tiers de la biomasse des écosystèmes. Si je rajoute les animaux et 2-3 autres conneries, j'arrive à ça. Et vous réalisez que les tanins, ce n'est pas une anecdote, c'est une partie majeure de la composition de nos écosystèmes. Mais ce n'est pas tout. Parce que les tanins, ils sont dans les plantes, mais ils finissent à terre. Ils finissent par se déposer dans le sol. Et là, il va se passer des choses qui vont réellement leur donner une dimension écologique. Allons-y. À l'automne, les feuilles changent de couleur. Elles deviennent rouges parfois, oranges d'autres fois, et ces magnifiques couleurs d'automne ne sont pas si faciles à expliquer quand on y pense. Bien sûr, la chlorophylle disparaît. En réalité, la plante est en train de récupérer tout ce qu'elle peut récupérer dans la feuille avant qu'elle ne tombe. Et quand une feuille jaunit, on peut se dire que c'est le jaune que masquait le vert de la chlorophylle. Bon, mais quand une feuille rougit, vous imaginez bien que la feuille, quand elle était verte, ne contenait pas de colorant rouge. Elle ne contenait pas de colorant rouge, sinon elle aurait été noirâtre. Je rappelle que quand on mélange du vert et du rouge, ça fait du noir, quoi. Et puis, on a d'abord cette idée que c'est bizarre, cette couleur rouge, et puis on a aussi cette idée qu'après, la plante brunit. Pourquoi? Alors certains, donc on est d'accord que la chlorophylle disparaît, mais ce n'est pas toute l'histoire. Certains ont peut-être eu l'occasion avec moi de goûter des feuilles, c'est un truc que j'aime bien faire. On s'aperçoit en fait que, alors qu'il y a un peu de tanin dans les feuilles vertes, il y en a vraiment beaucoup dans les feuilles rouges et dans les feuilles jaunes, qui en automne sont extrêmement amères et astringentes. Quand on déguste ces feuilles, il y a énormément d'astringence. Mais si maintenant vous mâchonnez, vaut mieux le faire au début parce que sinon on a la bouche un petit peu détruite. Si vous mâchonnez une feuille brune, vous verrez que pour le coup, dans les feuilles brunes, il n'y a pas d'astringence. Que s'est-il passé? Alors l'histoire est très simple. Au début, il y a des tanins dans la feuille jaunie ou dans la feuille rougie et ces tanins sont accumulés dans la vacuole. Puis quand la vacuole se défait, parce que la feuille rentre en sénescence, ces tanins sont libérés et vont interagir avec les protéines. Ils forment un complexe tanin-protéine qui, en présence de l'oxygène de l'air, va s'oxyder exactement comme sur la pomme que vous avez coupée tout à l'heure. Et donc le bilan, c'est que vos feuilles, elles brunissent. Vos tanins sont fixés sur les protéines en pigments bruns. Ces pigments bruns ayant retenu les tanins, vos tanins ne sont plus libres pour faire de l'astringence, vous ne les sentez plus. Et vous avez expliqué non seulement le fait que les feuilles brunes n'ont pas trop de goût tannique, mais en plus qu'elles sont brunes. Voilà mes feuilles brunes à terre. Et en fait, cette couleur brune, c'est quelque chose d'absolument vital pour les écosystèmes terrestres.
Parce que tôt ou tard, et surtout après l'hiver, elles seront attaquées par des champignons notamment et des bactéries qui vont attaquer ces pigments bruns et libérer l'azote, le phosphate qui s'y trouve retenu. Mais l'idée, c'est que s'il n'y avait pas de pigments bruns, cet azote et ce phosphate seraient partis avec la pluie bien avant. Le fait que les tanins ajoutés en automne dans les feuilles permettent de faire des pigments bruns, ça vous fait une forme qui immobilise les restes de cellules dans la feuille pendant l'hiver. Ils ne peuvent pas être mobilisés par la pluie. Or, en hiver, il n'y a pas de microbes pour les attaquer, il n'y a pas de racines pour récupérer l'azote et le phosphate. Quand la belle saison revient, les microbes attaquent ça, libèrent l'azote, le phosphate, le soufre et du CO2 d'ailleurs, qui va pouvoir être réutilisé par les plantes pour refaire des feuilles. En fait, les pigments bruns sont au cœur de la rétention de la fertilité à l'automne et à l'hiver dans nos sols. Et sans eux, l'azote et le phosphate de nos sols se sauveraient beaucoup plus vite sous l'effet des pluies d'automne et des fontes des neiges d'hiver. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la fertilité des sols. Et ça donne les écosystèmes que vous voyez, écosystèmes agricoles ou de forêts productives, où les débris des feuilles tombent enrichis en tanins qui vont retenir les restes sous une forme qui va être lentement attaquée à un moment et à un rythme où les racines vont pouvoir récupérer tout ça. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Je vous emmène dans le Connemara, ou tiens, en Bretagne, dans les Landes bretonnes, où là, il n'y a pas beaucoup de végétaux qui poussent, et pour le coup, pas une grande fertilité. Alors, que se passe-t-il ici? Ici, on a des plantes qui ont énormément de tanins. La preuve, c'est que les eaux qui coulent, par exemple dans le Connemara, drainent dans les sols des quantités de tanins qui les rendent chocolatés comme l'eau de votre thé. Dans ces sols-là, les plantes ont tellement de tanins dans les feuilles qu'une fois que les tanins sont accrochés sur les protéines des feuilles mourantes, il en reste qui sont libres. Et comme il en reste qui sont libres, eh bien, ils vont être toxiques pour les microbes qui devraient décomposer les feuilles, et du coup, les feuilles ne se décomposent pas. Dans les Landes du Connemara ou de Bretagne, il y a tellement de tanins dans les sols que non seulement les eaux en sont colorées, mais en plus, ça empêche les microbes de travailler et la matière organique ne se décompose pas. Ici, ces sols sont extrêmement infertiles car pour le coup, la minéralisation est bloquée. À l'automne ou à leur mort, les feuilles accumulent des tanins qui forment des pigments bruns, mais il y a tellement de tanins que certains tanins restent libres, empêchent les microbes de se développer et donc les empêchent de recycler l'azote et le phosphate et donc rendent difficile la croissance des plantes. Et dans ces écosystèmes-là, il est hors de question de faire de l'agriculture. La seule, en tout cas la meilleure façon d'utiliser, c'est de lâcher des bestioles et de les manger de temps à autre. Ça vous explique les moutons, les Landes du Connemara. Ça vous explique aussi, dans ces sols dominés par des tanins de chêne, dans les dehesas d'Espagne, ça vous explique que le mieux qu'on ait à faire, c'est de lécher des cochons et de les rattraper de temps à autre. Ça vous donne d'ailleurs des viandes. Les porcs ibériques donnent des jambons qui sont absolument délicieux et dont une partie de l'arôme provient de tanins de chêne, de tanins des glands de chêne qu'ils mangent. D'ailleurs, ces cochons, on les appelle des bellotas. Bellota, c'est le chêne en espagnol, parce que pour le coup, eh bien, ils sont nourris de chêne et de glands de chêne en particulier. Ça fait leur goût. Vous voyez que finalement, les tanins construisent des plantes, et finalement un peu la forme des écosystèmes, par le port et l'imperméabilisation des plantes. Ils construisent la fertilité de certains sols, mais quand ils sont abondants, ils construisent leur infertilité, et finalement, c'est eux qui dictent ce à quoi vont ressembler les paysages, forêt ou culture ou bien landes, et le type d'agriculture que l'on peut monter dessus. Alors, arrivé à ce point, je vous repasse l'image de tout à l'heure et je pense que vous voyez plus les tanins qui nous entourent. Vous les voyez colorant ces fleurs ou encore dressant ces plantes, faisant ces écorces et aussi ces feuilles mortes, jaunissantes ou brunes à terre. Vous voyez, ils sont vraiment partout. J'espère que vous les voyez partout. Et pour terminer, je voudrais vous montrer comment l'homme s'est servi dans les tanins comme dans une boîte à outils. Regardez plutôt. Les tanins sont résistants et imperméables, colorés, odorants et goûtés, antioxydants et antimicrobiens, et tout est dit. C'est dans toutes ces propriétés que nous avons fait notre marché. Résistants et imperméables, ils sont utilisés pour faire des cuirs, par exemple, et rigidifier les protéines, mais ils sont aussi utilisés comme matériaux, c'est le cas du liège en particulier, pour faire des bouchons ou des isolants.
Les tanins sont aussi, bien sûr, si vous pensez à la lignine, utilisés comme outil. Et j'aimerais, quelques instants, vous parler des charpentes en châtaignier. D'abord, elles comptent parmi les plus vieilles de France. Deuxièmement, elles ont la réputation de ne pas abriter de toile d'araignée. En fait, il y a dans les châtaigniers des concentrations de tanins très élevées. Et ces concentrations de tanins protègent le bois des charpentes. Et comme du coup, il n'y a aucun insecte qui vient pondre là, il n'y a aucune araignée pour mettre des toiles pour piéger ces insectes. En fait, ces charpentes en châtaignier sont souvent les plus vieilles de France car c'est celles qui se décomposent le moins bien et elles sont protégées par les tanins abondants du châtaignier. Si vous avez un doute sur l'extrême richesse en tanins des châtaigniers, je vous propose de goûter un peu de miel de châtaignier et vous verrez, c'est extrêmement amer et tannique. C'est très intéressant, mais ça signe cette concentration en tanins. Alors, les tanins, je vous l'ai dit, ils sont également colorés. On a vu des anthocyanes et des flavonoïdes colorés. On aurait pu en voir d'autres colorés. Et ça a été une source de couleur pour l'homme, notamment avant l'industrie des colorants chimiques. Le rouge Garance, par exemple, est dû à la lysarine, un composé des rhizomes de la Garance tinctoriale, mais qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les rhizomes de la Garance voyageuse. Un composé qui, selon le pH, est jaune ou rouge, et qui a servi à faire notamment les pantalons de la glorieuse armée française du début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que cette couleur rouge aidait les Allemands à ajuster leurs tirs et qu'on change la tenue pour un bleu horizon un peu plus uniforme. Le rouge Garance, c'est un tanin végétal qui a servi de colorant. Il faut savoir que parmi les colorants rouges qui ont fait la richesse de ceux qui les ont commercialisés, il y en a qui ont donné son nom au Brésil. Oui, car quand les Portugais découvrent et colonisent le Brésil, ils le font pour une mission d'évangélisation, n'est-ce pas? Ils l'appellent la terre de la vraie croix. Mais rapidement, ils vont découvrir qu'il y a des arbres là-bas, de la famille des Caesalpiniacées, en fait, c'est même des Caesalpinia, qui ont un bois qui est rouge à cœur, car imbibé de tanin rouge. Et la poudre de ce bois peut servir à colorer les vêtements. Or, à l'époque, les colorants rouges sont très prisés et vendus pour un grand prix sur le marché. À cette époque où on n'a pas encore découvert la richesse minière du Brésil, le Brésil est soudain une source de richesse fabuleuse simplement par ce bois rouge, le pau-brasil, le bois de braise. Et c'est ce pau-brasil, cet arbre, qui va donner son nom au Brésil. Voilà comment les tanins des Caesalpinia ont fait le nom du Brésil, une étymologie oubliée et que vous découvrirez en relisant le livre d'un de nos académiciens prolixes, Rouge Brésil. Il y a aussi des colorants jaunes, notamment la lutéoline, qu'on trouve dans le genêt teinturier et dans pas mal d'autres plantes, même certaines bruyères, qui d'ailleurs a été, dans la structure de tanin, de polyphénol, a été élucidée par Chevreul lors de sa longue carrière au muséum. Il y a aussi des colorants qui sont utilisés dans l'alimentation, comme la curcumine, le colorant du curcuma, qui est une des raisons de l'utilisation du curcuma en cuisine. Alors, d'ailleurs, vous aurez la curiosité de mélanger votre curcuma ou le curry, qui est un mélange contenant du curcuma, à du vinaigre ou à de l'eau savonneuse, et vous verrez qu'on retrouve un virage coloré qu'on a très fréquemment sur les tanins. Alors, ces tanins alimentaires, ces colorants alimentaires que sont qu'est le curcuma, nous amènent vers l'alimentation et les aspects odorants et goûtés des vins. Énormément de nos aliments sont parfumés par les tanins, comme le café, dont les tanins sont oxydés par la torréfaction, mais largement responsables du goût, ou le chocolat. Et d'ailleurs, les amateurs de chocolat savent que l'un des charmes du chocolat, c'est son velouté en bouche. Ce velouté, c'est juste une très légère et très fine astringence, rabattue par l'oxydation lors de la préparation du chocolat, mais c'est de l'astringence, c'est de l'astringence. Et en fait, beaucoup de nos épices sont parfumées par des tanins. La myristicine de la noix de muscade, la piole du persil, ou d'ailleurs du céleri, l'estragol de l'estragon, l'anisole de l'anis, les acides cinnamiques et le cinnamaldéhyde de la cannelle, ou le génol du clou de girofle, tout ça, ce sont des phénols, des polyphénols, ce sont des tanins. Et d'ailleurs, pour le coup, ils partagent avec les tanins, les autres tanins, le fait d'être toxiques. La myristicine, à grande concentration, est un hallucinogène puissant qui fait très très mal au ventre et donc je ne recommande même pas d'essayer. La piole et les psoralènes contenus dans le persil et le céleri
sont puissamment allergènes et photosensibilisants. Et d'ailleurs, certains agriculteurs ne peuvent plus en cultiver au bout de quelques années car ils se sont sensibilisés à ces molécules. Le génol, pour terminer, est tellement toxique qu'il est utilisé dans les alcools de dentistes comme bactéricide. Et en fait, il est aussi analgésique parce que quand vous utilisez un pansement dentaire contenant de l'eugénol, vous anesthésiez le nerf tout simplement parce que vous l'estourbissez, vous atténuez son fonctionnement, c'est toxique pour le nerf et du coup le nerf, occupé à survivre, est beaucoup moins efficace à transmettre la douleur. Voilà comment les dentistes utilisent du clou de girofle, donc de l'eugénol, simplement comme antibactérien et comme analgésique. Alors la question, c'est pourquoi amenons-nous des toxines dans notre alimentation? C'est vrai, c'est paradoxal ça. Alors, cette question, en fait, elle renvoie à plusieurs choses. D'abord, nous n'en mettons pas beaucoup. Et donc, nous sommes en dessous de la toxicité. Deuxièmement, en général, comme nous sommes enfants, nous n'aimons pas les tanins. C'est quelque chose que nous apprenons, mais à la base, nous n'aimons ni leur amertume, ni leur astringence, ni leur goût prononcé. Vous savez, les enfants, ils aiment bien les coquillettes, ils aiment bien le jambon, et ils n'aiment pas les goûts très forts. C'est quelque chose de culturel. D'ailleurs, on n'apprend pas à aimer les mêmes goûts, les mêmes amertumes ou les mêmes astringences selon les cultures. Laissons cet enfant ici découvrir les joies du cacao à l'ancienne, amer, astringent, très fort en goût. On ne peut pas dire que c'est la joie. Et en plus, comme c'est poudreux, ça va être une horreur complète. Avec cette grimace de dégoût qui, vous savez, est une sorte de réflexe qui conduit au rejet du contenu buccal. Bon, on voit très bien que les tanins, ça s'apprend. Et d'ailleurs, les enfants, on ne leur donne pas du cacao pur, on ne leur donne pas des chocolats noirs, on leur donne du chocolat au lait, où les protéines du lait ont absorbé les tanins et les rendent moins goûtés, moins astringents, moins amers. Voilà l'origine du chocolat au lait. En fait, on apprend à aimer les tanins, et c'est quand on est vieux qu'on aime bien les 90% de cacao. En tout cas, c'est un cheminement éducatif. Et la question, c'est pourquoi, historiquement, nous a-t-on appris à aimer les tanins dans les épices, dans les boissons comme le thé ou dans le vin? Eh bien, c'est simple. Ils sont antioxydants et antimicrobiens. Et à l'époque où on n'avait pas de frigo, à l'époque où on n'avait pas de produits frais, le fait de mettre des tanins dans les aliments et lors de la conservation des aliments, ça permettait de conserver les vitamines, ça permettait d'éviter le développement de microbes, surtout que ces tanins, on les mettait en surface, c'est-à-dire là où arrivent les contaminants et là où arrive l'oxygène. Toutes ces épices et leur toxicité sont en fait des façons de lutter contre l'oxydation des molécules vertueuses des aliments et de les protéger. Et d'ailleurs, plus il fait chaud, plus les aliments s'oxydent et se contaminent vite par des microbes, plus on voit des recettes traditionnelles contenant des épices, et plus il y a d'épices par recette. Regardez, en fonction de la température moyenne pour différents pays, le pourcentage de recettes avec des épices, le nombre d'épices par recette, eh bien, vous voyez que ça grimpe. Et ça explique la différence entre un plat indien et un plat estonien épicé avec du miel. Et oui, parce que là-bas, le miel est considéré comme une épice. Il a souvent effectivement quelques tanins provenant effectivement du pollen qu'il y a dedans. Et pour le coup, là-bas, c'est réputé être une épice. Plus il fait chaud, plus on a recours à des épices parce qu'en fait, empiriquement, nos anciens avaient repéré que les aliments se conservaient mieux ainsi. Et d'ailleurs, ce rôle antimicrobien, il est également présent dans les traditions de boissons tanniques. Par exemple, les vins, où les tanins proviennent du raisin, notamment de la peau des pépins du raisin, voire de la rafle, mais aussi des fûts dans lesquels on a conservé le vin. Alors, pour les fûts, c'est assez intéressant parce que, pour le coup, quand vous mettez du vin dans des fûts neufs, bien sûr, il y a des tanins, des petits tanins solubles dans le bois qui viennent enrichir le goût, l'arôme, la consistance en bouche, l'astringence donc du vin. Mais il y a plus, parce que quand vous faites des tonneaux, vous les assemblez en les chauffant. Alors voilà le début de l'assemblage. Vous voyez que là, les douelles qui constituent le tonneau ne sont pas encore pliées. On va les plier en les chauffant en présence d'eau. On les chauffe à l'intérieur, en mettant un feu à l'intérieur, et ce chauffage de cintrage se fait en humidifiant le bois
le bois est humidifié, il devient, sous l'effet de la chaleur et de l'eau, un peu mou. Là, on va pouvoir cintrer les douelles et on soumet à une deuxième chauffe un peu plus forte, qui est une chauffe qui va brûler l'intérieur du tonneau et en fait s'attaquer à la lignine. Ça va libérer thermiquement, détruire la lignine et la transformer en petites molécules, ce qui fait que les tanins qui arriveront dans le vin sont à la fois les tanins qui étaient présents déjà, les petits tanins solubles qui étaient présents dans le bois, mais aussi des tanins issus de la destruction de la lignine qui contribuent au goût. Et selon l'intensité de la chauffe, vous pouvez passer de petites notes vanillées à des notes de grillé, toasté, et à des notes de chocolat, ou éventuellement même des notes très très amères et très astringentes en bouche, comme dans certains primitivos. La bière est également riche en tanins issus du malt ou du houblon qu'on ajoute. Et finalement, nous avons aussi d'autres boissons riches en tanins qui, cette fois-ci, ne sont pas des boissons alcooliques, mais des boissons chauffées, où on a trempé un certain nombre d'herbes. Et vous voyez qu'en fait, c'est les deux grandes méthodes pour avoir de l'eau saine. Vous chauffez et vous ajoutez des tanins, ou bien vous avez l'alcool fermentaire et les tanins. Et ça, c'est les grandes méthodes historiques antimicrobiennes. En bas à gauche, alors en haut à droite, vous avez le maté. En bas à gauche, vous avez le rooibos, sur lequel je vous propose une petite expérience qui consiste à ajouter dedans une goutte de vinaigre et à observer le changement de couleur, qui est un attribut fréquent des tanins. Je vous le rappelle, ils changent de couleur avec le pH et ça se retrouve dans toutes vos infusions, dans vos rooibos. Essayez avec n'importe quel jus de cuisson, d'ailleurs, de n'importe quel légume, et vous verrez, il y a des tanins partout. Et pour le coup, on comprend mieux la phrase de Pasteur qui disait que le vin était la plus saine et la plus hygiénique des boissons. À une époque où les eaux entourant les maisons étaient contaminées par des contaminations fécales, il valait mieux boire du vin ou une boisson coupée de vin, car effectivement, l'alcool et les tanins avaient des propriétés antimicrobiennes. Alors vous le voyez, les tanins des plantes les protègent, les colorent et les parfument, les construisent et construisent les sols qu'il y a sous ces plantes et même les paysages finalement. Eh bien nous, les tanins protègent aussi nos aliments et leurs couleurs et leurs parfums, nous apprenons culturellement à en jouir. Ils construisent également notre environnement et nos maisons. Et en fonction de ce qu'ils font dans les sols, nous avons des choix agricoles différents. Au fond, les tanins sont très présents autour de nous et pour le coup, eh bien, ce sont des grands inconnus. Je dis souvent que les tanins, c'est ces inconnus auxquels nous n'avons pas donné de nom et qui vivent avec nous à la maison et qui sont à table avec nous. Ben, ils sont à la fois dans la lignine de la table et dans les plats. Hein. Et pour le coup, bon, ce serait presque le titre d'un livre, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé. On pourrait presque en faire un livre. Hein. Mais enfin, surtout, c'est quelque chose qui constitue notre environnement quotidien, de la maison au jardin, de la nature à nos aliments.